Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Et bonjour à tous, en ce matin très tôt, lundi, je sais que vous êtes tous devant votre poste radio en train d'attendre de la sortie de l'épisode Good Morning SAV. Je suis avec Laurent qui s'est étiré, qui est chaud aussi. Et ce matin, on va parler de changement. C'est simple, moi, depuis que j'écoute Good Morning SAV, je suis tellement passionné et tout, là, il faisait que de parler de CRM, machin, pour mon SAV, et moi, j'en ai pas. Alors, je me suis dit, tiens, je vais prendre un CRM, et puis en plus, dedans, on peut faire signer des devis aux clients, donc génial, moi, j'arrive avec mon truc, je le présente à mes équipes, levée de bouclier, ouais, ton truc, on n'en veut pas, on n'a pas envie de remplir ça, les clients, pareil, j'en ai parlé à 2-3, ouais, tu vas pas nous faire signer des devis sur tes tablettes comme les autres, c'est nul. Et je me suis dit, la prochaine fois que je croise Johan et Laurent, je vais leur demander, mais pourquoi ils refusent tout le temps le changement? Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Pourquoi ils refusent le changement, les gens? C'est vrai ça. Pourquoi ils refusent le changement? C'est quoi cette résistance permanente? C'est quoi ces freins face à la nouveauté, à l'innovation, face à l'évidence que quand on aura un nouvel outil logiciel, quand on aura une nouvelle formulation de contrat, quand on aura un nouvel environnement de travail, ça va forcément être beaucoup mieux. C'est tellement rationnel, c'est tellement clair, c'est tellement évident. Pourquoi ils ne comprennent pas? C'est tout ça Solution à tous nos problèmes. C'est un vrai sujet, et très souvent dans la question de la résistance au changement ou dans les formes de rejet, on va dire, de toute transformation, on peut avoir tendance à se dire, mais finalement, c'est l'autre qui ne comprend pas. C'est l'autre qui est pas très malin, ou il voit pas, ou alors j'ai peut-être mal expliqué. Et alors qu'en fait, ça se passe un petit peu ailleurs, en fait. On a dans nos cerveaux, nous les humains, des petits freins, des petits verrous psychologiques et des petits biais cognitifs qui viennent polluer notre façon d'appréhender le monde, notre façon de prendre nos décisions. Et très souvent, très souvent, les managers, les dirigeants oublient l'aspect émotionnel, oublient que l'essentiel de nos décisions dans notre quotidien à chacun est basé d'abord sur une émotion. Et parmi les mécanismes qui sont en jeu, on a quelque chose qui porte un nom un peu étrange qui s'appelle l'aversion à la perte. Donc ça peut sembler comme ça, très étrange ce truc-là, l'aversion à la perte. C'est très étrange en effet. Dis-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette bête? En fait, c'est quelque chose d'assez simple. Quand nous sommes face à quelque chose qui va nous demander un effort, nous allons d'abord, dans notre cerveau, c'est un phénomène psychologique que l'on ne contrôle pas directement, nous allons d'abord évaluer ce que nous allons perdre. Et nous allons d'abord nous poser cette question-là. Qu'est-ce que je perds? Et ce que je perds aura beaucoup plus d'impact que ce que je pense gagner. Et très souvent, quand on accompagne des formes de changement, les dirigeants ont tendance à présenter tous les avantages de ce que va apporter la nouvelle approche, la nouvelle organisation, le nouveau processus, le nouveau logiciel. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va faire gagner? Pourquoi? Parce qu'on a une logique de retour sur investissement. À partir du moment où on investit dans un outil logiciel, une nouvelle organisation, de nouveaux locaux, peu importe ce que l'on va changer, eh bien, on se pose la question de, ok, qu'est-ce qu'on va y gagner? Ça va être quoi notre retour sur investissement? On rationalise, on pose tous les points, on met en évidence les gains de temps, on met en évidence la facilité d'utilisation, on met en évidence la performance, la productivité qui va s'améliorer, et ça résiste. Attends, t'es pas en train de me dire que il faut, en plus de présenter les bons côtés, il faut aussi que je présente les mauvais? Qu'est-ce que vous allez perdre avec mon outil? Ça va être une grosse galère, vous allez perdre du temps parce qu'il faut remplir des trucs. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait là. Mais c'est pas si loin que ça quand même. En fait, c'est plutôt de se dire, quand on va imaginer une transformation, et ce que je dis, c'est aussi vrai pour l'interne, pour nos salariés, nos collaborateurs, nos managers intermédiaires et autres. Et c'est vrai aussi pour les clients, c'est vrai pour les fournisseurs, c'est vrai pour les partenaires. À chaque fois, il faut se projeter de la même manière. Le mécanisme, en fait, c'est de se dire, qu'est-ce que l'autre pense qu'il va perdre avec ce changement?
Parce que c'est là qu'est l'enjeu. Quelle est sa perception de la perte potentielle, des pertes potentielles face à ce changement? Si par exemple, je reprends ton exemple de la CRM, je veux mettre en place un nouvel outil informatique, les salariés qui sont dans l'entreprise, selon les différents services, dans les différentes fonctions, qu'est-ce que chacun pense qu'il va perdre? Et c'est pas toujours simple de lister quelques points autour de ça. Donc le mieux, c'est de leur demander. Le mieux, c'est de prendre le temps de regarder avec eux, chacun, en groupe, individuellement, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont perdre. C'est un travail qui est pas si simple que ça parce que c'est pas si conscient. Donc il faut faire accoucher ça. Donc ça demande un petit peu de pratique pour aller chercher ça. Parce qu'une fois qu'on l'a, ça devient plus facile. Si je dis par exemple à un salarié, tu sais, ce nouvel outil, effectivement, il va modifier tes habitudes. Et donc, peut-être que tu risques de perdre de la confiance en toi. Peut-être que tu penses que tu vas perdre mon estime parce que tu vas être moins performant pendant un temps. Peut-être que tu penses que l'effort de formation que cela va exiger est trop important pour toi et que tu n'as pas le temps parce que tu es déjà débordé. Et on va lister comme ça les quelques points clés qui vraiment sont des pertes, et ce sont des pertes. Alors, ce sont des perceptions, mais elles sont quand même probablement réelles. Elles vont quand même probablement se réaliser d'une manière ou d'une autre. Le fait de les nommer clairement, ça va rassurer en fait ceux qui sont en face. Et ça crée un référentiel, ça crée un point d'ancrage, un point de référence qui dit, effectivement, si je risque de perdre ce point, le point 1 et le point 2, eh bien du coup, je vais le dire un petit peu différemment, j'étais en train de me perdre dans la logique, c'est que si j'ai posé clairement le point 1 et le point 2, ce que je peux gagner, je vais le comparer par rapport à ces points-là. Si je pense que je vais perdre de la productivité et qu'on me dit, mais en fait, cet outil, par exemple, va nous permettre de gagner tant d'heures dans le traitement, en automatisant tel et tel point, en améliorant la traçabilité de certains sujets, donc du coup, tu auras moins de temps à perdre pour rechercher des informations, etc. Je vais pouvoir faire la balance entre ce que je pense que je vais perdre et, a priori, ce qu'on m'annonce que je vais gagner. Si on m'annonce simplement ce que je vais gagner sans me dire, sans verbaliser ce que je pense que je vais perdre, l'impact n'est pas du tout le même. Mais pas du tout. Ça paraît logique. Est-ce que par exemple, j'ai 15 personnes, 15 techniciens sur le terrain, je leur mets des CRM, donc ils vont tous devoir remplir le CRM. Faut aller les voir un par un, tu conseilles par exemple, pour regarder chaque profil, ce qu'ils pensent perdre? Alors, ce que je conseille de faire, c'est d'abord plutôt de le faire par fonction concernée. C'est-à-dire si j'ai cet outil, par exemple CRM, s'il concerne un petit groupe de 4-5 ADV, des assistants des ventes ou des assistants du SAV, à ce moment-là, je vais les voir ensemble en leur demandant de réfléchir à ce qu'ils pensent qu'ils vont perdre, qu'ils risquent de perdre. On va creuser le sujet, on va aller assez en profondeur, on va pas rester en surface. Et si je vois que dans l'équipe, il y en a un ou une qui est moins à l'aise, qui a plus de mal à exprimer ça, alors à ce moment-là, je la verrai séparément. Pour bien aller au fond des choses. Et je vais accepter cette perception. Le danger, Ouais, et surtout. si je suis le manager direct et que je vais poser ce genre de questions, le danger, c'est de tenter de justifier, de dire, mais non, tu vas pas perdre ça, en fait, regarde ce que tu vas gagner, et de rentrer tout de suite dans la négo. Pas du tout. Faut surtout pas aller là-dedans. C'est juste de bien prendre les différents points pour avoir la vue la plus globale de toute l'équipe. Alors après, c'est pas forcément, parce que là, quand tu dis qu'est-ce qu'on va perdre, moi je dirais plutôt c'est comment ça va bouleverser votre quotidien, quoi. C'est plutôt ça que je pense qui va être compris par la plupart de nos auditeurs. C'est je mets en place un CRM. Les gens direct ils vont dire ça a un truc en plus à remplir, on va perdre du temps ou ça va changer nos habitudes. Ils le disent pas comme ça, mais en fait c'est tout ce qui va les embêter en fait. C'est ça aussi la version de la perte où je me trompe. Oui, ça en fait partie, en fait. C'est une façon de l'exprimer. Ce qui souvent est exprimé par les salariés, mais on peut le transposer aussi chez les clients. Et ce qui va être dit, c'est mais tu te rends pas compte le changement que tu me demandes, les efforts que ça me demande. Tu te rends pas compte des conséquences. Tu vois pas les effets sur notre travail au quotidien. Ces phrases-là, elles sont en train d'exprimer qu'il y a des peurs de perdre quelque chose. Et c'est très important de creuser, d'aller chercher vraiment ce qu'il y a derrière.
Et souvent, il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas une seule perte, il y a souvent plusieurs éléments que l'on craint de perdre. D'être cantonné à certaines tâches, alors qu'on avait quelque chose de plus large, de pas pouvoir trouver réellement de la productivité, d'avoir le jugement des autres, hein, que les choses se disent, mais en fait, cette personne elle est vraiment pas douée face à l'informatique, qui pourrait réveiller des petites douleurs d'enfance hein, face à l'apprentissage. Tout un tas comme ça de critères psychologiques. Alors évidemment, quand je dis psychologique, ça peut faire tout de suite un peu peur en disant bah, attends, je vais pas installer un divan rouge dans le bureau et demander aux gens de s'allonger en disant vas-y, parle-moi un peu de ton enfance. Non, bien sûr que non. C'est simplement de se dire il y a des éléments psychologiques et mon job, c'est pas de retourner dans les blessures d'enfance. Mon job, c'est simplement de faire dire aux personnes qui sont en face de moi ce qui les travaille en fait et de poser des mots sur ces éléments qu'elles craignent de perdre. Parce qu'une fois que ça c'est posé, on peut construire, on peut structurer un message qui soit plus clair, qui permette de bien poser, ok, on a compris que vous pensez que il y a un risque ici, il y a un risque sur votre productivité, il y a un risque sur votre réputation, votre image de marque, il y a un risque sur le lien peut-être qui existait entre deux personnes. Tu vois, par exemple, les outils informatiques peuvent casser certains liens parfois. Avant, j'allais toujours voir Paul parce que Paul, il me donnait des infos. Et puis j'aimais bien prendre ces 5 minutes avec Paul. Et puis là, avec l'informatique, j'aurais l'info directe. J'aurais plus la conversation avec Paul. Moi, je l'aime bien cette conversation avec Paul. Et ça, on peut pas l'imaginer à l'avance. On peut pas se dire que cet outil qui va faire gagner de la productivité risque de rompre, de réduire certaines interactions qui ont de la valeur pour les personnes concernées. Donc ça, il faut aller le chercher réellement. Et c'est intéressant typiquement cet exemple-là, où tu perds la conversation avec Paul. Toi, tu vas dire, ah bah ok, j'ai compris, tu vas perdre la conversation avec Paul, mais on va être plus efficace ici ou là. La personne, elle va te répondre, mais moi, en gros, je m'en fous que tu sois efficace ici ou là. Tu vois, c'est même pas mon domaine d'application, ni rien du tout. Donc en gros, tu fais ça juste pour gagner, je sais pas, de la vitesse ou, enfin bref, quelque part où ça m'impacte pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, ok, t'as trouvé ce qui te dérange. Tu lui dis, ok, j'ai compris ce qui te dérange, mais voilà ce qu'on va gagner. Et lui, il dit, je m'en fous. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire qu'on n'a pas assez creusé. Ah. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments de perte, en fait, qui n'ont pas encore été verbalisés. C'est souvent un peu l'arbre qui cache la forêt. Les premiers éléments qui sont verbalisés, c'est pas forcément les plus forts, c'est pas forcément les plus importants pour chacun. On ne va pas tous autant que nous sommes, on a des mécanismes de défense qui sont en place, et on ne va pas forcément directement à la cause racine, pour plein de raisons. Il n'y a pas forcément l'intention de vouloir le cacher, c'est simplement qu'on n'en a pas tout de suite conscience. Donc si on prend pas le temps de le poser et de verbaliser chaque point, bien le dernier point, celui qui est le plus important, n'apparaît pas. Il peut rester caché. Tant qu'il y a de la résistance, c'est qu'il y a des éléments d'incompréhension et des peurs, et notamment la peur de perdre. Ok. Et donc, tant que t'es dans ce cadre-là, il faut que tu continues de creuser, quoi. Oui. Ce que je conseille de faire, c'est de le faire très en amont. À partir du moment où on envisage un changement, c'est dans le temps de préparation, le temps où je vais expliquer à mes équipes que on va mettre en place de nouveaux outils, on a entendu les différents problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et on a réfléchi à une solution qui va améliorer tout un tas de points. Très bien. Dans ce temps-là de préparation, de travail, où on étudie des outils, on cherche la meilleure solution possible, de prendre des temps pour dire, ok, très bien, si on installe un nouvel outil dans ton service, qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça va être quoi les conséquences? Et là, le manager de proximité va avoir beaucoup d'importance parce que il observe ses équipes, il voit les interactions. Donc, il peut aussi se dire, tiens, là, l'outil peut peut-être changer une interaction, peut peut-être changer certains éléments dans le processus qui ont peut-être de la valeur pour les personnes concernées. Et du coup, je vais aller le questionner, je vais aller le vérifier. Je pose mes hypothèses et je vais les vérifier. D'accord. Et ce que tu dis, moi, ça me fait penser à un truc où est-ce que c'est dans un cadre commercial, tu dois faire la même chose? C'est-à-dire, tu es en train de vendre un outil, il va y avoir le même phénomène, ils vont se confronter à un changement. Est-ce qu'il faut déjà aussi travailler sur ce genre de choses? C'est sûr.
Bien sûr, en fait, ce que je décris là, c'est cette aversion à la perte. On peut l'appliquer au commerce, on peut l'appliquer au service. Je prends 2 exemples. Dans l'exemple du SAV, on veut mettre en place des contrats. On a pendant très longtemps bien éduqué nos clients à la gratuité et maintenant on se dit je veux vendre des contrats. Euh, Évidemment que quand on va le présenter, on va présenter les avantages du contrat. On va dire bah, avec ça tu vas gagner ceci, tu vas voir, c'est super rassurant. Mais on a en général construit ce contrat avec notre point de vue, hein, on l'a abordé déjà dans quelques épisodes, avec notre point de vue, avec la façon dont on sait faire les choses. Le travail qui est à faire pendant la construction des contrats, c'est de se dire, très bien, le fait que on mette en place un contrat, le client va y perdre quoi? Parce qu'il va y perdre des choses. Mais quoi? À quel endroit il va perdre quelque chose? Peut-être que il va avoir la peur de perdre un lien particulier qu'il peut avoir avec certaines personnes, avec le support téléphonique, ou avec certains techniciens, ou avec certains commerciaux. Parce que bah, peut-être qu'il les verra moins. Parce que bah, le contrat aura prévu autre chose. Peut-être que dans cette forme-là de proposition, il va se dire, ok, très bien, mais est-ce que ta réactivité va toujours être la même? Est-ce que, vu que le contrat va être géré par Pierre, moi j'avais beaucoup de relations avec Elodie, Elodie, je vais toujours lui parler ou pas? On va avoir encore du lien ou pas? Est-ce que il y aura toujours autant de transparence entre nous? Il y en aura plus, il y en aura moins? Et en fait, il va y avoir comme ça des verrous qui sont assez simples à comprendre et à repérer si on connaît un peu l'historique, si on a observé un peu ce qui se passait avant. Comment il fonctionnait ce client avec nous avant ce contrat? Il fonctionne comment? Si on va bien dans le détail là-dedans, on peut déjà présupposer les points qu'il risque de perdre et aller les vérifier avec lui, et puis continuer évidemment à le faire parler sur le sujet. Une fois qu'on les a identifiés, on va le présenter. On va lui dire effectivement, tu peux avoir la crainte de perdre ceci, tu peux avoir la crainte de perdre cela, tu peux penser qu'éventuellement ça va changer des éléments dans telle relation. Voilà ce que nous mettons en place en face. Et là, je vais commencer à pouvoir présenter les arguments, les avantages réels, mais en comparaison avec des éléments de perte, et non pas tout seul comme ça, de but en blanc. Ok, mais moi ça me fait penser à un truc. Je suis dans ce cadre-là, j'essaye de vendre un contrat de service à un client. On va dire, j'ai le patron en face de moi, ça va pas être lui le plus impacté directement, mais jamais en tant que... Peu importe, je suis technicien, je suis vendeur, peu importe qui suis, je vais jamais avoir accès à toutes ces équipes pour travailler sur leur perte à eux. Donc, comment je fais? C'est pas possible ton truc. Alors tout dépend de la relation que j'ai déjà. Est-ce qu'il y a une relation préétablie ou pas? Si il y a une relation préétablie, ça va être un peu plus simple parce que en général, on connaît plusieurs personnes dans l'entreprise, donc on peut avoir différents accès pour pouvoir questionner les gens. C'est pas forcément le commercial qui va aller questionner les opérateurs. Peut-être que ça va être mon technicien ou quelqu'un du support ou un assistant qui, à un moment donné, profitant d'un contact, va poser quelques questions en disant, bah voilà, si on mettait en place quelque chose qui te permette de mieux assurer toute la maintenance préventive de l'équipement, toi, ça changerait quoi pour toi? Alors souvent, la personne va donner 2-3 avantages, mais elle va exprimer aussi en disant, bah oui, mais attends, peut-être que je vais perdre le contrôle du matériel. Si c'est toi qui gères le préventif, moi, j'aurais peut-être plus la main sur l'évolution du matériel, sur la connaissance fine des choses qui vont bien, qui vont moins bien, parce que c'est plus moi qui le ferai. Alors peut-être qu'il le faisait pas avant, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir cette peur-là. Peut-être que le fait que maintenant le contrat soit décidé là-haut dans les instances, ben moi j'aurais plus accès à ton bureau d'études, parce que j'aimais bien appeler ton responsable produit ou ton responsable BE pour lui demander des choses très précises, parce qu'il a des conseils qui sont super pointus. Et moi j'aimais bien ça. Je l'aurais encore, je l'aurais plus. Et ça c'est peut-être ça va peut-être être mon technicien ou mon assistant qui va récupérer cette info. Et puis le commercial, lui, va discuter, peut-être avec un chef de chantier, peut-être avec le dirigeant de la boîte,
pour comprendre ce que ça peut changer dans sa productivité, ce que ça peut changer dans la performance en fait globale. Et après, on va assembler tout ça, tous ces éléments de perte. Et on n'a toujours pas à ce stade parlé réellement de contrat. Juste, on creuse, on cherche à préparer le terrain. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a tout assemblé, là, on construit son argumentaire et on voit quelle stratégie on va appliquer pour aller proposer nos contrats. Donc ça serait dans le cadre d'un client qu'on connaît. On a déjà des accès. Pour les clients qu'on connaît pas, on vient de démarrer avec eux ou on vient de leur vendre des équipements et on aimerait bien quand même pousser un peu de contrat. Ça rejoint un peu la question que tu posais autour de commercialement, comment on peut appréhender ça. On va utiliser notre expérience. On va se dire, ok, quels sont tous les éléments de perte qui nous ont été dits par d'autres. Quels sont ceux qu'on suppose de notre connaissance métier, de notre connaissance relationnelle, de notre connaissance de tel et tel segment de marché. Et ensuite, on va aller les vérifier. On va tâter le terrain avec les interlocuteurs qu'on a. Est-ce que, par exemple, c'est important pour vous la qualité de relation avec tel ou tel service? Est-ce que ça a de l'importance? Si jamais elle n'était pas bonne, ça changerait quoi chez vous? Si jamais aujourd'hui, quand vous pilotez vos équipements, ok, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais les autres machines que vous avez en place, comment vous les entretenez, comment vous les gérez? C'est quoi les éléments autour de la relation? C'est quoi les éléments autour de la performance? C'est quoi les éléments autour des évolutions, des mises à jour, etc. Qu'est-ce que vous craignez de perdre le plus s'il y avait un changement? On peut poser des fois la question très directement. Des fois, il faut tourner un peu autour du pot. Des fois, il faut la poser directement. Et une fois qu'on a identifié ces points-là, après, on réapplique ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va construire notre argumentaire sur cette base-là, en faisant des comparaisons entre des éléments perdus et ce que ça va permettre de gagner. Donc en fait, c'est tout un process à mettre en place où tu commences de rechercher l'outil, le changement, les contrats, peu importe, des choses que tu vas apporter. Et les premières étapes, on va dire, après avoir sélectionné peut-être un contrat, un outil, c'est d'aller visiter tes clients, t'entretenir avec tes services, tes équipes, pour un peu tâter le terrain et voir comment ça va se passer. Donc c'est un processus long, en fait, avant d'avoir l'outil qui est prêt. C'est que tu dois faire toutes ces, on va dire, ces négociations, ces compréhensions en amont. Et en fait, quand c'est prêt, quand tu fais ta présentation, tu présentes les avantages et tu présentes aussi voilà ce que vous avez peur de perdre et voilà ce qu'on va gagner en conclusion, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce travail, on pourrait appeler ça simplement une cartographie des pertes. On pourrait appeler ça comme ça. Qu'est-ce que l'autre, que ce soit un salarié ou un client, prend comme acquis? Qu'est-ce qu'il considère comme étant des vrais acquis, okay, pour contrebalancer? Donc, je répète un petit peu, mais autour de la qualité, autour de du temps, autour de la relation, autour du lien. Hein. Parfois, par exemple, ce que j'ai vu quelques fois, c'est je crains de perdre la familiarité. Je crains de perdre cette qualité de relation très proche. On se tutoie, on se parle facilement, l'autre connaît, même on fait de l'humour ensemble. Donc, dans cet ensemble-là que j'appelle la familiarité, eh bien, j'ai pas envie de le perdre, moi, ça. Donc, si tu mets de la distance, si le changement que tu me proposes met de la distance et m'enlève ça, ben, je perds un truc. Et ça va créer une forme de résistance. Et ce sujet, il est hyper intéressant parce que là, on a parlé commerce un peu, contrat, on a parlé, je mets en place un nouvel outil, c'était l'exemple de base. Mais moi, il y a un truc là qui est en train d'infuser dans mon esprit, c'est RH, mise en place de nouvelles organisations, nouveaux chefs qui arrivent, changement. Tiens, il y a pas longtemps, j'étais avec un directeur technique, ils étaient en train de dire qu'ils allaient déménager. Alors tout ça, il y a des trucs, nouveaux chefs, c'est peut-être bien, ou il y en a un qui part, déménager dans un nouveau lieu, ça paraît génial, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont pas être contents, même si c'est à 500 mètres. Alors pourquoi? Enfin, tous ces trucs-là, surtout, enfin voilà, le pôle RH, en fait, il est aussi très concerné par ça, en fait. Oui, en fait, tout le monde est concerné parce que des changements, on en vit tous les jours. Donc, et les gros changements, comme tu le dis, par exemple, un déménagement. Alors c'est un cas intéressant parce qu'il touche à la fois les clients
Il touche aussi les salariés, bien évidemment. Il touche aussi parfois certains partenaires locaux, certains sous-traitants, certains fournisseurs, parce que le fait de changer d'adresse, c'est pas neutre. La taille des locaux va jouer, la capacité de stockage, est-ce qu'elle grandit, est-ce qu'elle diminue, etc. Donc ça va jouer ça va concerner tout le monde. Et si on a un regard purement rationnel, ou en listant bien tout ce qu'on va gagner financièrement, tout ce qu'on va gagner en termes de productivité, d'efficacité au quotidien, tout ce que ça va améliorer d'un point de vue processus, d'un point de vue qualité aussi de service, parce que ça va avoir un impact. Si on a une meilleure capacité de stockage, bah, du coup, on aura plus de pièces, donc on aura plus de références disponibles. Si c'est mieux organisé, bah, du coup, on les trouvera plus facilement, donc on va gagner du temps. Il y aura moins d'erreurs, moins de risques d'envoyer à une mauvaise adresse, pièces ou ce genre de choses. Si on a des espaces dans l'atelier mieux structurés, les entrées et les sorties seront plus clean, donc on va fiabiliser nos process. Donc tous ces éléments très rationnels liés à un déménagement, je parle que la partie tout petit bout de l'atelier, mais il y a la même chose du côté bureau, donc comment on va réorganiser les bureaux. Très bien, on a posé tout ça. C'est la partie la plus facile, même si elle prend un peu de temps. C'est la partie la plus facile. La partie la plus complexe, ça va être de repérer le fait de changer, de séparer par exemple le support, de le rapprocher peut-être du chef d'atelier, ou à l'inverse de l'éloigner, de mettre le pôle logistique, les ADV qui gèrent tous les transports, on les rapproche, on les éloigne. Qu'est-ce que chacun y perd? Dans le changement, qu'est-ce que chacun va perdre de cette transformation-là? Et c'est pas anodin. Tout le monde va y perdre quelque chose. La question, c'est d'identifier quoi. Si on veut rassurer, il faut identifier le quoi. Donc cette cartographie des pertes, elle est juste fondamentale. Ces pertes-là, elles vont s'exprimer après. Parce que je peux passer au forceps, je suis dirigeant, je décide que de toute façon on va déménager, c'est comme ça. J'ai bien entendu, oui, pour certains ils sont un peu plus loin, mais d'autres sont plus près. Et bizarrement, même ceux que ça rapproche résistent aussi. Okay, ça je l'ai vécu depuis un certain nombre de fois. Oui, bien sûr, parce qu'il y a d'autres pertes derrière. C'est pas parce que je vais gagner en temps pour venir le matin et rentrer chez moi le soir que c'est bon, ça y est, tout est bon, c'est magnifique. Non. Dans le déménagement, il y a d'autres éléments, la disposition de mon bureau, la distance entre certains services, le fait que avant j'avais la fenêtre dans le dos, maintenant elle est en face de moi, des choses très pratico-pratiques. Mais oui, mais ça change quoi le fait d'avoir la fenêtre dans le dos ou la fenêtre en face de moi? Je suis peut-être sensible à la lumière ou pas. J'ai peut-être besoin d'avoir du soleil ou pas. J'ai peut-être du mal à voir à contre-jour ou pas. Des choses très pratiques, si elles sont pas posées, elles contribueront à la résistance au changement. C'est ça. Et je trouve ça encore pire. Moi j'ai connu des réorganisations, des déménagements, même je me rappelle des travaux dans nos bureaux qui étaient super vieux, donc grosse réflexion, c'était bien mieux après. Mais il y avait toujours ça créait beaucoup de problèmes en fait, même si c'était mieux. Et pour le coup, c'est un peu le pendant. Nous, on a fait un épisode là, c'est pourquoi ils refusent le changement. Mais nous, quand on se voyait imposer ça et qu'on nous le présentait, et voilà, c'était comme ça, c'était pas autrement. C'était toujours imposé au forceps quoi. Et le pendant de cet épisode, c'est pourquoi vice versa les gens tu vois, ils font même pas ce travail-là d'auditer, quoi. Nous, la conclusion, c'était toujours, ouais, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, que ça soit bien ou que ça soit mal, les gens, ils sont jamais contents. Donc, à chaque fois qu'il y a le changement, de toute façon, les gens résistent. Voilà, ça va durer 6 mois, puis après, on n'entendra plus parler. Et moi, je l'ai vécu pendant 6 ans, ça, pratiquement tous les ans, j'entendais ce truc-là. Et même, le pire, c'est qu'à force, je me disais, bon, ah ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait du changement, les gens sont pas contents. C'est tout, on fait le dos rond, puis après, on n'entendra plus parler. Mais en fait, ça devient lancinant et les gens se sentent pas respectés, pas écoutés. Et en fait, même les bons trucs deviennent des éléments, tu vois, à la décharge des gens qui ont mené le changement. Et le gros problème, finalement, c'est parce qu'ils ont pas mené le changement correctement. Oui. Très souvent, c'est une question de pilotage. Dans cette question de pilotage, c'est souvent le fait d'avoir négligé les émotions que cela génère.
et les facteurs psychologiques. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément des endroits où on a envie d'aller. Ça peut faire un peu peur, ça peut être des zones où on n'est pas à l'aise, qu'on maîtrise pas bien, qu'on connaît pas bien. L'aversion à la perte, c'est pas forcément quelque chose de très connu. Dans mon univers, c'est assez populaire, mais c'est pas forcément très connu. Et donc le sujet, en fait, est avec toute la bonne volonté du monde, parce qu'en général, les dirigeants, les managers, quand ils créent du changement, ils sont pleins de bonne volonté. Il y a la volonté de gagner en productivité, de mieux servir les clients, d'amener plus de confort aux salariés. En général, c'est quand même quelque chose qui les anime. Et ils sont très frustrés qu'il y ait cette résistance. Comme tu le dis, cette résistance est devenue banale. De toute façon, les gens vont résister, on le sait. On peut pas avoir tout le monde. Ben si, on peut avoir tout le monde en fait. C'est une question de temps. Alors, bien sûr que selon l'urgence que l'on a, des fois on a des critères d'urgence, on doit déménager dans un temps contraint, on doit mettre en place une nouvelle stratégie dans un temps contraint, on doit mettre en place un outil informatique dans un temps contraint. Ok, bien sûr, il y a des contraintes. Donc on n'a pas tout le temps qu'on veut. Donc dans ce cas-là, effectivement, il se peut que tout le monde ne soit pas convaincu des bienfaits de ce changement. Ok, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir 80, 90%, 95% de notre population cible, que ce soit des salariés ou que ce soit des clients par exemple, de convaincus, qui se disent oui, en fait, on va pas trop y perdre. Ou en tout cas, les endroits où on risque de perdre quelque chose, ça a été anticipé et il y a une forme de compensation. Donc par exemple, si je crains de perdre un contact privilégié avec quelqu'un au BE, si je crains de perdre le contrôle de mon matériel en tant que client, parce que c'est vous qui allez le gérer, si je crains que le passage par une plateforme informatique soit trop compliqué, soit trop lente, soit insuffisamment nourri en termes d'information, bien, une fois que c'est connu, je vais pouvoir l'argumenter. Je vais dire, voilà ce que vous allez conserver, voilà les niveaux de contrôle qu'on va vous autoriser, voilà les niveaux d'information qu'on va vous donner sur vos équipements, et je vais éteindre chacune de ces peurs. Et une fois qu'elles sont éteintes, ça devient simple. Et là, pour reboucler, on voit comment ça peut être aussi un outil d'argumentation commerciale pour aller gagner et convaincre des clients qui ont un peu de mal à changer de fournisseur, par exemple. Pourquoi ils viennent pas chez nous? Pourquoi ils continuent avec l'ancien? On a naturellement, nous les humains, une préférence, et plein d'études le montrent, une préférence à conserver ce qu'on a. Je sais ce que j'ai, ok, je sais pas ce que je vais gagner réellement. Les promesses, on a tous été épuisés un peu par ça, les belles promesses, parce que on a toujours tendance un peu à survendre les choses, à les rendre un peu plus belles qu'elles ne sont, et on n'accepte plus ça. On a été trop bercé par ces promesses-là, trop déçus, trop frustrés par les promesses commerciales et marketing de manière générale, qui ont parfois qui sont allés trop loin. Et donc maintenant on est vigilant. On a un regard qui fait que on veut être sûr. Et ce que tu dis, je reviens un peu en arrière, tu dis des fois on n'a pas le temps, on est contraint par le temps ou par un élément qui nous oblige à changer très rapidement. Ce qui est important de dire, c'est que oui, en effet, tu peux pas avoir tout le monde par rapport à cette contrainte de temps, mais rien ne t'empêche que, mettons, on a déménagé, Aïe, c'est fait, rien ne t'empêche de continuer d'aller voir les gens qui ont eu du mal, et puis à débugger ça avec eux. Et ça, souvent, c'est oublié, parce qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton, on se dit, allez hop, sujet suivant, et je trouve que ça aussi, c'est une catastrophe, parce que même d'ailleurs, si t'as fait le job correctement, t'as tout débugué avant, je pense qu'une fois que t'as appuyé sur le bouton et que le changement s'est passé, il y a d'autres trucs qui refont surface. Et ça, c'est vachement important en tant que manager, ou chef d'équipe responsable, peu importe, même collègue, d'aller discuter et d'écouter les gens et d'essayer de trouver des solutions avec eux. Et souvent, ça, pour avoir été manager, on le fait pas parce que c'est embêtant, ou alors on nous laisse pas le temps de le faire correctement. Ouais. Ce que tu décris, en fait, s'applique aussi bien en interne qu'en externe. C'est-à-dire que parmi les indicateurs, parce que quand on crée une forme de changement, évidemment, il faut avoir quelques indicateurs pour piloter tout ça. Un des indicateurs qui est très très négligé, c'est le niveau de sentiment de la perte perçue avant-après.
si on a fait ce travail de cartographie des pertes, on a une idée de ce que chacun pense perdre. Okay, les peurs qui sont posées. C'est bien d'aller le mesurer après. Une fois qu'on a fait le changement, il faut aller regarder. Cette peur, elle est toujours présente ou pas? Comment elle a bougé? Elle a augmenté ou elle a diminué? 2 jours après, 1 mois après, 6 mois après, comment elle a bougé? Pourquoi? Parce que ça va me donner de l'information sur la façon dont fonctionnent mes équipes. Ça va me donner de l'information pour d'autres changements, les endroits sur lesquels je dois être vigilant. Ça va me donner des arguments pour dire nous avons bien fait ou pas bien fait certaines choses dans le changement. À quels endroits on a su bien gérer, à quels endroits on a moins bien géré, pour apprendre. Hein. L'objectif, c'est pas sanctionner, c'est d'apprendre. Dire, ok, la prochaine fois, je saurai qu'il faut donner plus d'attention à tel ou tel endroit. Et ça va me permettre de répondre à un de mes sujets un sujet qui m'est cher, c'est l'adoption. C'est-à-dire qu'on a envie, quand on crée du changement, que ceux qui sont concernés adoptent ce changement, trouvent de l'intérêt et rentrent dans les process qu'on veut mettre en place, acceptent le nouvel outil, acceptent les nouveaux locaux, acceptent pour un client les nouveaux contrats. On a envie que ça soit réel, mais il faut aller le mesurer. Simplement, c'est pas un indicateur quantitatif. C'est un indicateur subjectif, c'est une perception. Mmh. Sympa. En tout cas, je dirais, pour finir cet épisode, que si on fait une image technique et SAV un peu, c'est que, il refuse le changement, c'est à toi, avec ta burette d'huile, d'aller mettre de l'huile dans les rouages. Tu veux mettre plus de force dans ta boîte de vitesse, mets un peu d'huile, et une fois que t'as mis plus de force, tu reviens pour voir s'il manque pas un peu d'huile, quoi. Oui, exactement. Et avec quand même 1 ou 2 points de vigilance, parce que j'ai eu le cas dans le passé de quelques entreprises qui ont un petit peu abusé de l'aversion à la perte. C'est-à-dire que ces mécanismes-là, ce qu'on vient de décrire, ça fonctionne si on parle de la réalité. Il s'agit pas d'en rajouter, de créer des peurs artificielles en se disant je vais manipuler un peu le truc puisque je connais le système. Je vais rajouter de la peur pour créer de l'urgence et arriver à mes fins. Ah oui. Ça, c'est pas très éthique, mais ça appartient à chacun. Mais surtout, ça ne marcherait pas longtemps. Et une fois que la manipulation est découverte, alors là, vous perdez toute crédibilité. Donc, c'est à utiliser quand même avec précaution. Il faut en avoir conscience. On peut s'appuyer dessus, mais avec modération. Okay, et toujours sur des peurs réelles, pas sur des peurs exagérées, des angoisses non fondées qu'on aurait créées artificiellement. Ça, c'est hyper important, parce que sinon, ça va pas marcher. J'avais pas pensé à ça, mais ça devient un peu malsain, là. Ouais, voilà, faut quand même poser un peu. Je pose un petit point de critique pour terminer, parce que c'est vrai. Ça pourrait être, si on le prend premier degré et qu'on le pousse à l'extrême, on va rencontrer des problèmes. Ok, donc soyez sages. Soyez sages, et puis faites-le de toute façon avec les valeurs qui vous animent. Allez, bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.